Ravie de vous accueillir aujourd'hui au World Impact Summit. Je suis Danielle Macafray, journaliste scientifique et océanographe de formation, cofondatrice du Waves of Change Forum. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui des intervenants de grande qualité et experts du domaine. Aujourd'hui, c'est le sommet international des solutions pour la planète. Si on pense solution, la solution numéro 1, c'est l'océan. Pourquoi ? Parce que l'océan, c'est le thermostat de la planète. C'est lui qui a absorbé déjà plus de 90% de la chaleur produite par nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, le protéger, le régénérer, le restaurer, c'est une responsabilité, c'est un impératif. La France est le deuxième territoire maritime au monde avec 11 millions de kilomètres carrés, donc au premier chef est intéressé par ce sujet. L'économie bleue, c'est 14% du PIB de la France. On parle du transport, du commerce, du tourisme, bien évidemment, et puis des énergies marines renouvelables qui sont en développement. Pour parler de cet axe qui est comment l'économie bleue peut-elle permettre d'atténuer les effets du changement climatique. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Panonacle, qui est députée de Gironde, qui est présidente du Conseil national de la mer et des littoraux et présidente de la team maritime à l'Assemblée nationale. Oui, merci de l'applaudir. J'accueille aussi Dominique Monniot, bonjour, qui est responsable du développement de l'éolien offshore chez Ocean Winds, qui est une filiale d'Engie et de DPR, donc spécialiste de l'éolien offshore. Je vous laisse l'applaudir aussi. J'accueille en visio Romain Troublé, qui malheureusement est qu'à contact et ne peut être là aujourd'hui, qui est président de la plateforme Océan Climat, une coalition d'une centaine d'acteurs qui met justement l'océan, qui plaide pour que l'océan soit reconnu comme solution pour les atténuations du changement climatique, et président de Tara Expéditions, les formidables expéditions qui sont en train de sillonner le globe en ce moment même pour asseoir nos connaissances en sciences océanographiques, qui sont le socle de toute décision. Et last but not least, Geneviève Ponce, qui est donc la directrice générale du think tank Europe Jacques Delors, qui est résolument tournée vers le développement durable à Bruxelles, qui a été donc responsable du climat et du développement durable. Alors, je vais vous laisser poser, je vais pousser mes affaires, voilà, je vous en prie, asseyez-vous. Qui a été responsable donc du climat et du développement durable auprès de la Commission avec Jacques Delors, responsable du Bureau européen du WWF, et qui aujourd'hui porte la mission Océan. Donc la mission Océan, vous allez nous en dire plus, mais c'est enfin à l'agenda de la Commission. Et voilà, donc je vous donne la parole, chère Geneviève Ponce. Merci beaucoup et ravi d'être là avec vous. Et je connais Sophie, je connais Romain, je ne vous connaissais pas encore, Dominique, et je vous découvre aujourd'hui, Daniel. Ravi d'être à Bordeaux, donc c'est un voyage depuis Bruxelles jusqu'ici. Et à Bordeaux, on a un peu un goût de la mer. Il y a cette capacité à Bordeaux d'accueillir des très très gros bateaux qui m'avaient beaucoup frappé lors d'un précédent séjour. Voilà, au niveau européen, en effet, depuis maintenant plus de 30 ans, je m'engage pour la sauvegarde de l'environnement. J'étais à Rio avec Jacques Delors, j'étais
à Paris pour la COP 21 à la tête de WWF Europe, et Europe Jacques Delors, ce think tank inspiré par la pensée de Jacques Delors et le développement durable, est très engagé dans la défense de l'environnement, et nous avons été très engagés avec Pascal Lamy, qui est l'autre vice-président d'Europe Jacques Delors, dans la mission Océan. Alors qu'est-ce que la mission Océan? C'est une mission qui a été lancée par la Commission européenne en septembre 2019 et qui a adopté un rapport un an plus tard qu'on a appelé Starfish 2030, donc Étoile de mer 2030, et qui finalement s'est traduit dans un programme de la Commission européenne qui a été adopté en septembre 2021. L'ambition est, je dirais, démesurée, mais extrêmement importante. 70% de notre planète, c'est l'océan. C'est bien davantage encore si on considère l'hydrosphère dans son ensemble. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut restaurer cette hydrosphère d'ici 2030. Alors, on n'aura sûrement pas fini la tâche d'ici 2030, mais on aura mis disons, la barque dans le bon sens. Pour faire ça, on s'appuie sur la science et sur l'éducation, la sensibilisation d'une part, on s'appuie sur la gouvernance et on agit dans 3 domaines. Donc vous voyez, il y a 2 appuis et il y a 3 domaines d'action. Vous avez les 5 branches de cette étoile de mer. Il y a 3 domaines d'action, donc il y a la lutte contre les pollutions, il y a la régénération active, la protection, la régénération active des milieux, et puis enfin, il y a une économie bleue décarbonée. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Donc l'économie bleue décarbonée, tous les secteurs peuvent jouer leur rôle. Vous avez bien entendu le transport maritime, qui représente quand même 2,5% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, 13,5% des émissions du secteur des transports en Europe. Donc vous avez ce secteur-là qui doit se décarboner. Et ce n'est pas juste des standards pour être moins émetteurs de carbone, c'est vraiment aller vers des solutions très innovantes qui existent déjà, qu'il faut mettre à l'échelle, comme le transport par voile. Vous avez le fameux canopé qui transporte les pièces d'Ariane, et vous avez aussi quelque chose d'équivalent en Suède. Vous pouvez avoir des très gros transporteurs par voile. Bon, d'autres secteurs qui peuvent et qui doivent se décarboner, vous avez bien sûr l'aquaculture qui peut conduire à l'eutrophisation, mais qui, bien faite, peut au contraire être un puits de carbone. Vous avez le tourisme et vous avez bien entendu le champ extraordinaire des énergies marines renouvelables, avec la possibilité, c'est l'objectif que fixe cette mission, c'est de multiplier par 30 cette capacité d'ici 2050. Donc c'est vraiment un effort énorme qui doit être fait dans ce domaine et qui va nous permettre de décarboner. Pour tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la recherche, il faut de l'innovation et il faut de l'argent. Et donc, il faut des programmes d'investissement. Il faut aussi de la démonstration. Et donc ça, c'est ce que la mission entend faire avec des projets phares. Et il y aura un projet phare dans la Baltique qui sera sur la mise en œuvre de toute cette décarbonation de l'économie bleue. Il y aura un projet phare dans l'Atlantique qui sera sur l'adaptation. Il y aura un projet phare en Méditerranée qui sera sur la lutte contre les pollutions. Donc voilà, on va agir de cette façon. Alors, aussi, il faut que les gens s'engagent. Et donc, les gens peuvent s'engager de diverses façons. On propose des programmes pour que les enfants soient éduqués à la mer, qu'ils comprennent l'importance de l'océan, de la mer, du milieu aquatique. On propose aussi un peu plus tard que les étudiants puissent suivre un Erasmus bleu. On propose enfin que les citoyens puissent participer à la science,
à l'établissement de la science au niveau européen, et en particulier, on rêve d'un jumeau digital de l'océan et de l'hydrosphère, et ce jumeau digital qui mimerait l'hydrosphère et qui permettrait de mieux comprendre tous les phénomènes, leurs interactions, etc., de mieux prévoir, de mieux prévenir. Ce jumeau digital pourrait être alimenté par de la science citoyenne, par des applications que tout un chacun pourrait utiliser. Voilà. Formidable, merci Geneviève. Donc on voit que l'Europe, effectivement, est enfin partie prenante. Sachant que 40% je crois, des Européens vivent en zone côtière, il était largement temps. Juste une petite enquête qui était menée par la Fondation du Collège de France et Ipsos cet automne et qui vient de montrer ses résultats, les jeunes et la science, justement, qui montre que 69% des jeunes de 18-35 ans déclarent manquer d'informations scientifiques sur les réchauffements climatiques. Mais 79% se disent intéressés par la thématique et 80% ont confiance dans les chercheurs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On souhaite bon vent à ce jumeau digital et on va demander à Romain Troublé s'il nous entend, ce qu'il en pense en tant que président donc, de Tara Expédition. Bonjour à tous. Bonjour Romain. Bonjour, ravi d'être là et désolé de ne pas être avec vous. J'ai une alerte contact hier soir ou dans la nuit, je ne sais plus, qui m'a fait rester à Paris. Pour reprendre votre étude, l'étude IFOP que tu as mentionné, Daniel, effectivement c'est encourageant parce que les jeunes ont confiance en la science, c'est une première bonne nouvelle. Et l'autre information, c'est qu'en fait on a du mal à partager cette science parce que cette science elle existe. Et qu'il y a un vrai effort à faire pour partager ces connaissances, pour essayer d'apporter dans le débat davantage d'input scientifiques. Alors, il y a un enjeu important entre les enjeux climatiques et les enjeux d'océan. Il y a des exemples où on voit vraiment l'impact du climat sur la productivité des écosystèmes. Quand vous voyez, par exemple, que quand il y a El Niño dans le Pacifique, eh bien, les stocks de poissons au Chili sont diminués quasiment de moitié. L'impact est colossal en fait de cette atmosphère sur la vie marine, sa capacité à produire des protéines et de la biodiversité, et sa capacité aussi à réagir et à atténuer le changement climatique. Alors, on a besoin de science, évidemment. Quand on a besoin de science, on croit comprendre beaucoup de choses, on croit savoir à peu près ce qui se passe sur la planète, et chaque jour qui passe, et puis la recherche va en mer, comme Tara le fait en ce moment au large de l'Argentine, et qu'on prélève des choses, et bien on trouve encore beaucoup d'inconnus. Et savoir comment cet écosystème fonctionne, comment cet océan nous fournit autant de services comme il nous fournit aujourd'hui, c'est une question majeure. Un des exemples est comment on décode la pompe à carbone des océans. L'océan stocke beaucoup de carbone chaque jour. Il le fait de façon physique, mais aussi le fait de façon biologique, et ces écosystèmes qui sont impliqués dans ce stockage de carbone. Et comment aujourd'hui comprendre ça, c'est la science qui va nous répondre, qui va nous permettre de faire des modèles demain pour mieux quantifier ça, comme on l'a fait sur les forêts il y a 40 ans, comme on l'a fait quand on a déployé ce modèle des forêts sur les carbones bleus, notamment des mangroves et des posidonies. Comment à demain se dire qu'en haute mer, tout cet océan finalement stocke du carbone, et comment il le fait et comment il va le faire dans le futur, face au changement climatique, aux changements globaux, j'ai envie de dire, parce que la pollution est aussi impliquée dans l'efficacité de ces écosystèmes à faire ce qu'ils font, et comment mieux protéger ces habitats pour que ces écosystèmes continuent à faire ce qu'ils font très bien déjà, sans notre intervention au départ. Donc il y a un enjeu finalement de la science pour ça, de bien comprendre que les enjeux de pollution sont très importants aussi. On parle beaucoup d'économie bleue, mais l'économie bleue, c'est l'économie qui est décarbonée, et aussi l'économie qui ne pollue pas. Et ça, c'est important de comprendre ça, et on peut même extrapoler, si vous voulez, à l'économie bleue, à l'hydrosphère. Finalement, tout ce qu'on met dans nos fleuves finit dans la mer, et c'est l'enjeu, c'est un des enjeux de ce siècle, de bien comprendre ça et d'adapter nos bassins versants, nos activités économiques à ces sujets-là. Et c'est pour ça aussi qu'on a monté avec l'IAGF et la Communauté nationale du Rhône une charte pour les fleuves sans plastique, et puis un guide pour les maires des collectivités, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur échelle pour essayer de faire moins de dégâts dans la pollution des océans.
Donc voilà, moi ce que je veux dire, c'est que la science elle est là pour nous aider à prédire ce qui va se passer, à faire des modèles qui en fait sont importants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils permettent de construire des activités économiques sur la base de bonnes informations, ou les plus justes possibles, et de stabiliser finalement des activités économiques sur le moyen, sur le long terme, qui fait qu'elles deviennent viables et qu'elles puissent exister. Donc c'est très important. Bien sûr, il y a l'enjeu d'innovation que tu as cité, Geneviève, je vais pas revenir dessus. Mais il faut bien comprendre que l'économie bleue, ce n'est pas l'économie maritime. L'économie bleue, c'est toutes les activités qui ont pour corollaire de contribuer à l'accord de Paris, corollaire de moins polluer, corollaire de faire prendre en compte les solutions basées sur la nature pour répondre à l'adaptation au changement climatique, etc. Il ne faut vraiment pas confondre l'économie bleue et l'économie maritime, ce qu'on a tendance beaucoup à faire ces derniers temps, un peu partout en France et en Europe. Voilà, et puis je vais finir, Geneviève, sur l'enjeu politique très important, et la plateforme Océan Climat que je préside aussi en parallèle de Getara, elle s'attache depuis 6 ans maintenant à plaider pour l'enjeu de l'océan pour le climat, l'enjeu des solutions d'un océan protégé pour un climat préservé. Et c'est ce qu'on a encore fait à Glasgow récemment, c'est de vraiment faire de la pédagogie, encore une fois, de partager ses connaissances, comme on a dit au début, pour convaincre de l'enjeu de se préoccuper de la santé de l'océan et des activités économiques en mer pour le bien. Et puis, et je passe la balle d'ailleurs comme ça à Sophie, puisqu'il y a la gouvernance et les enjeux la loi. Le législateur a un grand rôle à jouer dans cette formatage et dans ce cadre à mettre en place pour les activités de demain. Merci beaucoup Romain. Effectivement, donc ce point de vigilance de ne pas mettre, comme tu disais, de la peinture bleue sur l'économie maritime et d'appeler ça économie bleue. Je pense qu'on a bien saisi le message. Et donc je laisse la parole à Madame la députée Sophie Panonacle sur cette résolution donc, qui est passée à l'Assemblée nationale et qui est une grande étape. Vous avez raison, une grande étape. Difficile de faire entrer le bleu et la mer à l'Assemblée nationale, et au bout de 4 ans de travail, effectivement, nous y arrivons. Je voudrais juste démarrer par une petite introduction en vous parlant de l'interaction climat-océan-biodiversité. Ce sont absolument des sujets totalement liés, 3 thèmes totalement liés. Ce sont des sujets, c'est un sujet, si on les relie vraiment planétaire, bien évidemment, c'est un sujet transversal qui concerne à la fois les acteurs publics, les acteurs privés et les ONG. Et aujourd'hui, c'est vraiment, en fait, ce sont des enjeux qui sont vraiment au cœur de la survie de notre planète. Il ne faut pas l'oublier. On parle aujourd'hui de survie de notre planète. Il y a une actualité qui nous fait dire que la prise en compte est réelle. Donc vous parliez effectivement de cette proposition de résolution que nous avons votée à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, donc proposition de résolution de mes collègues Maïna Sage et Jimmy Pahin. Cette proposition, elle est sur la conservation et l'utilisation durable de l'océan. Une proposition de résolution, ce n'est pas une loi, mais ça a pour objectif de sensibiliser et de faire, pardonnez-moi le mot anglais, un peu de lobbying au niveau diplomatique. Et on espère vraiment qu'elle appellera à cette mobilisation internationale qui est absolument indispensable et qui, dans les mois et les jours qui viennent, va être très forte. Un deuxième temps fort, c'est le One Ocean Summit qui a été annoncé par le président de la République lors du Congrès mondial de la nature à l'UICN de Marseille. Là encore, 11 et 12 février prochain, un temps fort de réunions de chefs d'État pour, alors vous allez me dire, ce sont des réunions, il faut qu'il y ait des actes, certes, mais on le voit bien avec le résultat de la COP, c'est difficile d'arriver à mettre tout le monde d'accord. Donc je crois que ce sommet est important pour, en amont de ce qui va se passer au mois de mars à l'ONU, et du vote de, là encore, ce qu'on appelle BBNJ, donc de cette conservation durable de l'océan. Il faut qu'il y ait ces négociations en amont. J'espère qu'à Brest, elles seront fructueuses pour qu'ensuite, donc, au mois de mars, lors de la conférence intergouvernementale, on obtienne de vrais résultats et des décisions concrètes qui soient prises pour la protection de l'océan.
Donc pour en revenir plus concrètement à notre économie bleue, comme disait Romain, il a tout à fait raison, je voudrais signaler que les acteurs, les professionnels, vraiment, aujourd'hui, ont quand même conscience, dans leur grande majorité, des enjeux. L'océan, c'est leur terrain de jeu, c'est là où ils travaillent. Ils ont tout intérêt, bien évidemment, à le préserver. Ils ont une conscience plus large, mais quand même, pour eux, c'est important. Et quand on parle d'économie, si je retiens quand même le terme d'économie maritime, c'est aujourd'hui une évolution vers une économie compétitive et décarbonée. Et les deux sont absolument, pour moi, indissociables. L'économie maritime, c'est un potentiel pour notre pays d'emploi et de développement extrêmement important. Donc, on ne peut pas se dire ça pollue, donc terminé. Non, il faut conserver le développement et renforcer le développement de cette économie maritime, mais bien évidemment vers une économie décarbonée. Et le résultat, dans tous les cas, ce sera davantage d'emplois, donc on ne sera pas perdant. Je vais vous citer quelques exemples. Geneviève Pons parlait tout à l'heure du transport maritime. Les armateurs ont une grande conscience de l'importance effectivement de décarboner leur activité. Geneviève, vous parliez du transport vélique. Cela peut paraître une niche et pourtant, vous parliez de canopée. Alors transport vélique, nous avons à la fois le transport auxiliaire et principal. Principal, ce n'est que le transport à la voile et c'est encore une micro-niche, si je puis dire, mais le transport auxiliaire, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'utilisation, par exemple, d'ailes de kite sur des gros cargos. Qu'est-ce que ça va leur permettre? À certains moments, de réduire leur vitesse ou peut-être même de couper le moteur, donc de limiter l'utilisation de carburant, de faire des économies et de diminuer l'impact environnemental. Si nous parlons, et il ne faut pas oublier, j'aurais dû démarrer par ça, que l'OMI a quand même fixé un objectif qui est de moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. L'objectif est ambitieux, 2050 c'est demain, donc il faut vraiment trouver les bonnes mesures. On parlait du vénique, il y a quand même le GNL aujourd'hui. Alors le GNL, le gaz naturel liquéfié, ce n'est pas la solution miracle, certes, mais c'est ce qu'on appelle cette solution qui permet cette transition énergétique. Et de nombreux armateurs, aujourd'hui, ont construit, entre autres, des porte-conteneurs au GNL. Donc, c'est pour vous donner des exemples concrets de ce que l'économie maritime met en place dans le cadre de cette lutte contre le réchauffement climatique. Il y a aussi une solution qui est extrêmement simple, et c'est la France, Philippe Le Dreyfus qui l'a proposé, c'est la diminution de la vitesse des navires. Si vous passez tout simplement de 12 à 10 nœuds, vous diminuez la consommation des navires de 30% et vous diminuez les émissions de CO2 de 20%. C'est énorme. Il faut que ce soit une mesure qui soit prise, bien évidemment, au niveau international. Et la difficulté est là. Si uniquement les armateurs français diminuent leurs navires, on va bien imaginer qu'ils ne sont plus compétitifs sur la scène mondiale. Donc ce n'est pas possible. Donc là encore, des négociations sont en cours. On pourrait parler, au-delà du transport maritime, du développement du transport fluvial. Ça a été abandonné dans notre pays et on en reparle aujourd'hui. Il est important que depuis tous nos ports, nous irriguons, et je l'espère que nous irriguerons dans les années à venir, l'ensemble du territoire. Le résultat, c'est quoi? Eh bien, c'est les camions que nous avons, les conteneurs que nous avons sur les camions, nous les retrouverons sur des barges moins de camions, moins de pollution, l'équation est facile. Alors, ça nécessite une remise à niveau de tout notre réseau fluvial qui n'a pas été utilisé depuis de nombreuses années, donc des investissements extrêmement lourds, mais le jeu en vaut la chandelle, si je puis me permettre. Et puis un dernier exemple, c'est le verdissement des infrastructures portuaires. Là aussi, un gros travail se fait aujourd'hui et nous sommes à Bordeaux, le port de Bordeaux est extrêmement investi sur ce verdissement grâce à un projet hydrogène vraiment exemplaire. Tout simplement, développement des bornes électriques à quai. On a tous en tête le port de Marseille avec ses gros paquebots qui dégagent de leur cheminée des fumées noires absolument épouvantables, qui sont pour la population qui vit dans ces villes des émissions de particules. C'est un vrai enjeu de santé publique. Donc, développement des bornes électriques à quai, eh bien, ça évitera dorénavant que ces bateaux, ces navires laissent leur moteur en route. Utilisation de petits navires électriques aussi dans les ports. Plutôt qu'au fioul lourd, eh bien ça existe déjà. Ce ne sont pas que des mesures
que je vous cite en vous disant il faudrait que. Non, vraiment dans les ports, nous avons aujourd'hui un certain nombre de navires électriques pour des tâches diverses. C'est également mis en place d'avitaillement au GNL ou à l'hydrogène pour tous les projets qui viendront. Donc tout ça, ce sont des mesures extrêmement concrètes que la France et d'autres pays, bien évidemment, sont en train de mettre en place pour vous démontrer vraiment l'évolution de cette économie maritime, si on peut dire, vers une économie bleue, si je reprends ce que nous a dit Romain tout à l'heure. Et puis, pour terminer, ça fera la transition avec le témoignage suivant, je voudrais dire un petit mot sur les EMR. Je suis favorable, totalement favorable, au développement des énergies marines renouvelables. L'éolien offshore est important aujourd'hui dans notre mix énergétique. Nous en avons besoin. L'évolution de la consommation électrique en France dans les 20, 30, 40 années ne va faire qu'augmenter. Alors, nous avons une énergie propre avec les centrales nucléaires qui est à conserver. Et vous avez vu, le président de la République a annoncé effectivement la construction de centrales nucléaires de plus petite taille. Mais il faut aussi que ces énergies marines renouvelables se développent de plus en plus. Et au niveau législatif, j'ai pu y participer en faisant adopter un amendement qui a permis la simplification des procédures. Nous étions, j'espère que ça va bientôt être plus facile pour vous, on va dire empêchés par des recours. Les recours sont importants, mais par des recours parfois abusifs qui ralentissaient énormément la mise en place de ces projets éoliens, qui nous a fait prendre beaucoup de retard par rapport à d'autres pays européens. C'est dommage, donc j'espère que cet amendement qui finalement parallélise à la fois le débat public et les projets qui se mettent en place permettra d'aller plus vite, d'aller plus loin, de rattraper notre retour. Donc au niveau législatif, bien évidemment, nous avons un rôle à jouer, ce que l'on essaie de faire au maximum. Voilà. Je voudrais juste terminer, puisque c'est Romain qui parlait, et vous également, Geneviève, de la sensibilisation. Il y a un événement, je vais en faire la publicité, vous me pardonnerez, qui s'appelle la Fête de la mer et des littoraux, que j'ai créé il y a 3 ans. Et je pense que ces 4 jours, du 7 au 11 juillet cette année, c'est vraiment un moment qui permettrait à l'ensemble des Françaises et des Français de découvrir l'océan, de découvrir toutes les activités qu'il y a autour de l'océan, d'avoir conscience de sa fragilité. Voilà, donc emparez-vous de cet événement, il est ouvert à toutes et tous, vraiment, voilà, c'est un appel que je lance. Merci. Nous y serons. Merci, Sophie Panonacle. Donc, je donne la parole à Dominique Moniaud, parce que donc on parle d'énergie marine renouvelable, d'éoliennes, mais il n'y en a pas encore. Oui, bonjour à tous, merci. Donc, étant originaire de Bordeaux, je suis ravi de revenir à Bordeaux. Donc je connaissais la place de la Bourse, mais pas le palais qui nous accueille. Donc c'est un superbe endroit que je suis ravi de découvrir. Je me présente rapidement. Donc Ocean Wind, ça a été dit, hein, c'est une nouvelle entreprise qui a été créée par Engie et EDPR l'an dernier pour accélérer le développement de l'éolien en mer d'Engie. On considère qu'on est plus fort à deux pour ce marché qui est en forte croissance et qui se développe dans le monde entier, hein, Europe, Asie, États-Unis essentiellement. Et donc voilà, on a créé cette joint venture l'an dernier pour accélérer notre déploiement et nos forces sur ce marché. On est présent dans 7 pays, dont la France, où nous développons 3 projets actuellement qui ont été attribués en 2014 et 2015. Donc 2 projets d'éolien dits posés dans la Manche, l'un dans la Manche, l'autre dans l'Atlantique, et un 3e projet pilote flottant en Méditerranée. Donc voilà, on est présent un peu sur toutes les façades. Et effectivement, par rapport au sujet de la table ronde, je dirais qu'il y a 3 bonnes nouvelles. C'est que, on a dit que l'océan servait à un certain nombre de services, hein, il était un puits de carbone, mais c'est aussi un puits d'énergie renouvelable diverses, hein, qui viennent essentiellement du soleil. La 2e bonne nouvelle, c'est qu'on sait de mieux en mieux utiliser ces énergies renouvelables, hein, les capter. Et la 3e, c'est de plus en plus de façon compétitive. On a dit que c'était aussi important de viser de la compétitivité pour faire cette transition énergétique à un coût acceptable par les citoyens et les entreprises. Donc je vais rapidement brosser un peu le tableau des énergies marines renouvelables dont on dispose. Donc, comme je disais, ça vient du soleil, donc on a la première qui est aussi à terre, hein, c'est l'énergie photovoltaïque. Alors pour l'instant, qu'on n'envisage pas vraiment de développer de façon massive en mer, mais qui est aussi présente. On a l'énergie éolienne, hein, qui vient du soleil, qui est également présente à terre, mais qui est présente avec plus de force en mer. Et cette énergie éolienne entraîne aussi la mise en
et là c'est spécifique à l'océan, la mise en mouvement de la masse d'eau qui va créer la houle et les vagues. Et là aussi, c'est de l'énergie mécanique qu'on commence à regarder pour la récupérer. Mais voilà, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que l'énergie éolienne qu'on a développée en Europe depuis 30 ans, on sait installer ces éoliennes en mer. Et comme je disais, troisième bonne nouvelle, à un coût qui est devenu parfaitement compétitif avec toutes les autres formes d'énergie, puisqu'on a des projets maintenant en Europe, y compris en France, qui sont aux alentours de 50-60 euros le mégawattheure. Donc le même niveau que le solaire ou l'éolien terrestre, et même plus bas que les énergies fossiles, quand on prend en compte tous les coûts. Sur où on en est aujourd'hui, en France et en Europe. Donc l'Europe est, je le disais, le berceau de l'énergie éolienne. C'est quand même quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. On a su développer en Europe une industrie très forte, avec beaucoup d'acteurs qui maintenant se déploient et exportent dans le monde entier, des composants des éoliennes, des composants d'éoliennes, des installateurs d'éoliennes en mer. Et notamment en France, même si, je vais y revenir, on a un peu de retard à l'allumage pour différentes raisons, on a quand même réussi à attirer pas moins d'un tiers des sites industriels de production, de fabrication de pales ou de turbines. Donc à Saint-Nazaire, à Cherbourg et au Havre, où nous-mêmes, on va utiliser l'usine ultramoderne en train d'être construite par notre partenaire Siemens Gamesa. Chaque fois, on parle de centaines ou de milliers d'emplois dans chacun de ces sites. Et c'est vrai que c'est une réussite industrielle sur laquelle désormais il faut continuer en réalisant les premiers projets qui ont été attribués il y a une dizaine d'années, qui rentrent en construction aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une éolienne flottante prototype en mer en France, mais il y a 6 projets qui arrivent là, qui rentrent en construction et qui vont être mis en service d'ici à 2025. Et derrière, on a une PPE, donc une programmation pluriannuelle de l'énergie, qui envisage 1 gigawatt par an, donc l'équivalent d'une tranche nucléaire en puissance sur la prochaine décennie. Si je fais un focus plus large sur l'Europe, aujourd'hui en Europe, l'énergie éolienne en mer, ça fournit 3% de la production électrique européenne. Donc 3%, c'est peu et beaucoup à la fois. C'est peu parce que 3%, ça reste faible par rapport au mix total, mais c'est beaucoup puisque si on se souvient qu'il y a moins de 10 ans, on était pratiquement à zéro et que, vu les nouveaux objectifs des différents pays européens qui veulent accélérer sur cette énergie, on devrait être à 3 ou 4, 5 fois plus d'ici la fin de la décennie, donc avec quelque chose qui commence à être significatif, entre 15 et 20% du mix européen. En France, on a le débat sur les futurs scénarios énergétiques, mais nous, on est convaincus en tant qu'Engie, comme ça a été dit ce matin, que les énergies renouvelables, l'éolien en mer sera une des parties de la solution de l'équation énergétique et climatique. On sait que, avec les progrès qui ont été faits, la France, qui dispose quand même du premier domaine maritime de l'Union européenne, devrait développer cette énergie dans les 30 prochaines années pour diversifier son mix et décarboner également toute son économie. Justement, à propos on parle d'économie bleue, donc ces projets, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, même si les projets ne sont pas encore dans l'eau, la filière a déjà créé 5000 emplois, donc dans les usines dont je parlais tout à l'heure, mais également on a tout un écosystème de sous-traitants dont on parle moins, mais qui savent faire des fabricants d'éoliennes, des fabricants d'éléments d'éoliennes, des tôles, notamment pour fabriquer les fondations. On a du côté de Dunkerque un fabricant qui s'appelle Dillinger qui fait des tôles pour un peu toute l'industrie. Et donc on a aussi dans les ports, et notamment pour les futurs projets éoliens flottants, puisque on va dire que c'est la suite de l'aventure éolien en mer, c'est le flottant. On aura également beaucoup de travail à faire d'assemblage des flotteurs dans les ports, dans les différents ports de chaque façade, pour déployer ces éoliennes dans le futur. Donc, quand on parle d'énergie renouvelable, on parle souvent, et de transition énergétique en général, on évoque souvent l'emprise, les ressources et l'impact sur la biodiversité. Donc c'est un point sur lequel je voulais revenir. Donc sur l'emprise,
Juste un chiffre à avoir en tête, il suffirait de moins de 3% de l'espace maritime métropolitain pour déployer 50 gigawatts d'éolien en mer. 50 gigawatts, ça représente pratiquement la puissance du parc nucléaire actuel, donc qui est de 60 gigawatts. Donc vous voyez que l'emprise, même si on a des gros objectifs avec 50 gigawatts qui représenteraient une part importante du futur mix électrique, on n'est pas du tout sur une emprise importante au regard de l'espace dont on dispose. La deuxième chose, c'est les ressources. On en a un peu parlé dans les précédentes tables rondes. Donc la réponse, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on se doit d'être irréprochable en termes d'approvisionnement. Et d'ores et déjà, il faut savoir que les éoliennes et les différents composants d'un parc éolien en mer se recyclent à 95%. C'est essentiellement des métaux. Et donc, la dernière étape, c'était les pales qu'on avait du mal à recycler et sur lesquelles on a eu de bonnes nouvelles. Engie est impliqué dans des programmes de mise au point de pales 100% recyclables. Et d'autres fabricants ont fait des annonces ces dernières semaines sur des pales qui seraient disponibles d'ici quelques années pour être totalement recyclables. Donc on va vers une économie circulaire qui permettra de faire moins appel à de l'extraction de ressources minérales. Et sur l'impact sur la biodiversité, évidemment, on se doit d'être exemplaire et de chercher à réduire et à avoir un impact nul, voire positif sur la biodiversité. Et donc, il faut savoir que tous les projets éoliens font l'objet d'études préalables pour déterminer la zone d'implantation. Et ensuite, une étude d'impact précise, projet par projet, qui est fournie, qui est rendue publique, sur laquelle donc, toutes les associations, tout le public peut se plonger, qui est analysée par les services de l'État compétents. Et ensuite, in fine, cette étude d'impact, c'est un peu le socle de la demande qui permet d'obtenir l'autorisation d'installer et d'exploiter ces éoliennes. Et donc, dans l'autorisation, on peut à nouveau prévoir des prescriptions spécifiques pour prendre en compte et réduire, s'il le fallait encore davantage, les impacts du projet sur son environnement. Et donc, voilà, ça c'est la première chose. Et donc on dispose aujourd'hui d'études. Tous les projets ensuite sont suivis, aussi bien pendant la phase de construction que dans la phase d'exploitation, suivis au niveau environnement, donc sur toutes les espèces, tous les compartiments. Et on dispose aujourd'hui d'un certain retour d'expérience, puisqu'on a quand même en Europe du Nord près de 5000 éoliennes qui sont déjà installées, mer du Nord, mer Baltique, mer d'Irlande. Et notamment en Belgique, il y a eu 10 années de suivi qui ont été faites par l'Académie royale de Belgique, donc un institut indépendant qui a fait ces études et qui a conclu à l'absence d'impact significatif de ces parcs éoliens sur les différentes espèces. Et évidemment, en France, on est très précautionneux et c'est vrai que sur les projets qu'on déploie, on a mis en place, notamment sur les 2 projets posés dont je parlais tout à l'heure, des groupements d'intérêt scientifique pour étudier avec les différents partenaires publics, privés, académiques, de profiter en fait de toutes les études qui vont être faites et qui sont en train d'être faites préalablement aux travaux pour capitaliser dessus, mieux connaître l'environnement marin et donc finalement faire profiter au-delà du seul projet de toutes ces études et de ces financements, puisque ce sont des études qui sont quand même assez coûteuses, pour que ça aille au-delà du projet et que ça profite à tout un réseau d'acteurs. Et un autre exemple très concret qu'on a mis en place là, sur la Méditerranée, on a travaillé avec la société Ecocéan qui est présente, je crois, sur ce World Impact Summit, qui met au point des biohuts, ce qu'ils appellent des biohuts, c'est des structures métalliques pour favoriser certains types de biodiversité. Donc on a déjà mis à l'eau une bouée avec cette structure sur le site où on mettra les éoliennes flottantes, pour observer le comportement de la biodiversité, comment elle colonise cette structure. Et on fera la même chose une fois que les éoliennes seront là. Sur un des flotteurs, on installera cette structure pour étudier là aussi le comportement et la colonisation et le comparer à une éolienne qui n'aurait pas une telle structure. Et on pense que ça peut avoir un effet bénéfique global sur le développement de la biodiversité locale. Voilà, ça ce sont des exemples de ce qui peut être fait dans le cadre de ces projets qui, in fine, quand même contribuent à améliorer la connaissance du milieu marin, parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur l'environnement marin.
J'ai presque fini, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Rapidement. Rapidement, mais je vais terminer effectivement avec la décarbonation. Voilà. Donc on est l'éolien en mer, évidemment ça contribue à décarboner en supprimant petit à petit les moyens fossiles de production d'énergie électrique. Demain, ça produira sans doute de l'hydrogène qui contribuera à décarboner d'autres activités, on en a parlé. Et on voudrait, l'ambition de la filière, c'est d'aller vraiment au bout de la démarche et de boucler la boucle en décarbonant, y compris toute la chaîne, donc l'extraction minière, la production d'acier, et ensuite l'installation et l'exploitation qui aujourd'hui nécessitent des moyens carbonés. C'est ce qui fait le résidu de notre empreinte carbone. Donc on travaille pour Engie notamment avec des extracteurs miniers pour décarboner leur activité. On va arriver de l'acier décarboné aussi grâce à l'hydrogène. Et les solutions de bateaux propres, à faible émission ou zéro émission, commencent à arriver aussi bien pour l'installation que pour la maintenance des parcs éoliens. Et je crois que ça fait la transition éventuelle avec la suite. Merci Dominique Monniot. Effectivement, donc on est au World Impact Summit, on accueille des solutions pour la planète, des solutions donc de décarbonation. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Antilia Sitores, qui est vice-présidente de la plateforme Océan Climat, porte-parole de Surfrider Europe, manager avec laquelle elle a lancé le label Green Marine Europe. Merci Daniel, merci à tous. Je vais d'abord commencer par poser une question à la salle. Parmi vous, qui est-ce qui est utilisateur du transport maritime? Vous pouvez lever la main. J'en vois 1, 2, 3. Eh bien, vous êtes tous utilisateurs du transport maritime, parce que 90% des marchandises qui sont transportées, qui vont peut-être du café d'Amérique latine jusqu'à votre cuisine, 5% de ces marchandises, ou presque, sont passées à bord d'un navire. Et ce qui nous a paru essentiel au sein de Surfrider, c'est de savoir comment, de ce producteur en Amérique latine, éventuellement, jusqu'à votre cuisine, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment cette plaque de chocolat est arrivée jusqu'à votre cuisine et quel impact? Alors, on a rigolé avec Daniel, parce que l'idée, ça n'est pas d'être focus carboné, mais bien de considérer tous les impacts du transport maritime et de les accompagner dans un progrès continu. Et c'est le projet de Green Marine Europe, d'être dans un accompagnement, dans une feuille de route, sur différents critères, qui sont évidemment les CO2, mais pas seulement. Les émissions soufrées, la question de l'azote, la collision avec les cétacés, les espèces invasives, le bruit sous-marin, la gestion des déchets à bord, les eaux huileuses. Donc autant de sujets, y compris la fin de vie, donc c'est-à-dire prendre au final le transport maritime dans une boucle de l'économie circulaire pour être en capacité de les challenger, pour être en capacité d'avoir des pionniers au niveau européen et international, puisqu'il y a également mon homologue canadien qui est présent parmi nous, d'avoir cette capacité justement à dresser une feuille de route sur ces différents critères, puisque on a différents niveaux en fait de performance dans cette certification. Cette certification, elle va avoir un niveau 1, qui est le respect de la norme européenne, qui est souvent, et Sophie, je pense que tu me contrediras pas, plus ambitieuse déjà que la norme internationale. Et donc le niveau 1, bien, on ne peut pas être certifié. Il faut avoir au moins un critère en niveau 2 et s'engager dans un progrès continu. Et on a déjà, dès 2019, commencé des cycles de certification avec Green Marine. Et on a déjà des armateurs, alors certains sont dans la salle, tous segments confondus, qui se sont engagés à aller niveau 1 au niveau 2, vers le niveau 3, vers le niveau 5, qui est un seuil qu'on estime d'excellence environnementale. Il faut savoir qu'au niveau de l'Organisation maritime internationale, parce qu'on a beaucoup parlé des questions carbone, l'engagement, il est de réduire de 50% les émissions pour 2050. Dans le label, la trajectoire, elle est de décarboner pour 2050. Donc on a des adhérents tels que CMA-CGM, tels que les croisières Ponant, tels qu'Ifremer,
qui se sont engagés dans cette trajectoire, qui se sont engagés vers ce progrès-là. Pour ce faire, ils vont avoir un autodiagnostic, une auto-évaluation à produire chaque année. Derrière cette auto-évaluation, il y aura une vérification. Alors, pas de Surfrider, ce n'est pas le rôle de notre association de faire cette vérification. Ce sont des experts maritimes qui sont formés pour et qui font le contrôle de cette performance. Donc, cette information, on se propose également de la mettre à disposition gratuitement. C'est aussi l'autre aspect innovant, c'est-à-dire que si vous allez sur le site de Green Marine aujourd'hui, Green Marine Europe, vous regardez le rapport de performance annuel, eh bien, vous allez pouvoir voir les résultats des certifiés de l'année passée et de l'année d'avant, niveau par niveau. Donc c'est important pour nous de mettre à disposition cette information du consommateur et des chargeurs, mais ça on en reparlera à 16h30 en Agora 2. J'ai un petit moment de pub. Merci Antidia. Donc en fait, c'est un label qui permet de choisir un transport éco-responsable par tous les consommateurs, et c'est ce qui a été plébiscité lors de votre consultation. C'est ça Oui, tout à fait. En 2019, on a fait une consultation qui s'appelle Voice for the Ocean et qui avait pour but de comprendre les priorités des Européens. On a eu plus de 7000 réponses de 22 pays en Europe. Et une des préoccupations des citoyens, pas que français, européens, c'était justement qu'est-ce qu'il en est de ma plaque de chocolat, qu'est-ce qu'il en est de mon ferry qui m'amène en Corse. Et donc, pour le passager, c'est très simple, juste de regarder, est-ce que ma compagnie, quand je traverse la Manche, elle est certifiée ou pas. Et pour le consommateur, c'est un travail qu'on est en train de lancer. On va travailler avec la Berry, notamment avec l'Eurocima, pour ceux qui sont au niveau régional Aquitaine. Et on est en contact avec d'autres grandes entreprises qui, justement, utilisent soit des conteneurs, soit des ferries pour acheminer les entreprises, pour acheminer les biens de consommation qui seront peut-être au pied de votre sapin. Merci beaucoup Antidia. Donc voilà, je retiens que la plaquette de chocolat sera bientôt éco-responsable, qu'il n'y a pas que le carbone dans le transport maritime, que l'économie bleue, ce n'est pas l'économie maritime, que l'Europe, l'Assemblée nationale sont partie prenante et enfin voilà, on lancé ce sujet océan, que les entreprises, les énergies marines renouvelables ont enfin le vent en poupe. Et donc, je vous remercie tous. Merci infiniment. Merci pour l'invitation. Geneviève, Sophie et Dominique. Et je clôt cette belle séance.